Partie 1 de ce DS qui tourne autour de la notion d'orbital, d'atome et de structure électronique et qui en fait est un petit florilège de questions de cours classiques qui avait pour but de vérifier que vous aviez compris le sens un petit peu théorique qui se cache derrière les exercices classiques tels que les structures électroniques. Une fonction d'onde, beaucoup ont eu du mal à la qualifier. Il faut bien rappeler que c'est une fonction mathématique dont la construction vient de la résolution d'une équation de Schrödinger, qu'en soi elle n'a pas de sens, qu'elle est liée à des variables d'espace et de temps pour caractériser le comportement quantique d'un électron. Je ne peux pas utiliser le mot trajectoire, je ne peux pas utiliser le mot position, ce serait faux. Bien entendu, elle sert du point de vue physique à définir la probabilité de présence des électrons dans un volume dV par le calcul de la densité de probabilité de présence, c'est-à-dire la fonction P, dP égale psi carré dV. Ça, c'était vraiment pour vérifier si vous aviez le vocabulaire un petit peu théorique à mettre en place. La question 2, elle, faisait référence à l'établissement d'une structure électronique. J'avais choisi le polonium parce que son numéro atomique est suffisamment grand. Quand on vous demande de justifier une structure électronique, c'est qu'on attend de vous, de manière implicite, que vous énonciez la totalité des règles qui permettent d'établir une structure électronique. Non seulement la règle de l'énergie minimale, c'est-à-dire Löfbaut, qui s'appuie sur le tableau de Kleshkovsky, mais aussi le principe de Pauli et le principe de Hund, qui vont intervenir dans cette structure-là. Que vous utilisiez ou non le gaz noble précédent pour simplifier l'écriture, tout va bien. Ceux qui l'ont fait se sont parfois trompés de numéro atomique atteint. Là, on parlait du xénon, donc on était arrivé jusqu'à 5s2, 5p6. Donc on repart du tableau périodique en partant de la case 5p et on continue sur 6s, puis 4f, etc., etc. Et si globalement vous n'avez pas eu de difficulté à établir la structure électronique du polonium, il y a eu énormément d'erreurs sur l'écriture de la structure électronique d'un cation, puisque vous avez enregistré qu'il faut commencer par écrire la structure atomique en respectant les règles de remplissage classiques, mais qu'ensuite il faut enlever les électrons, non pas dans l'ordre où on les a placés dans des orbitales, mais finalement en reclassant de manière tout à fait intuitive les différentes orbitales. On les reclasse par n croissant et par L croissant, c'est-à-dire qu'on commence par enlever les électrons 5s, puis on enlèverait éventuellement les 4p, puis on enlèverait les 4d, etc. Ce que vous pouvez retenir éventuellement si ça vous aide, c'est que quand on établit la structure électronique d'un cation, finalement c'est comme si on rangeait les électrons dans les orbitales atomiques par n croissant et L croissant, dans un ordre beaucoup plus attendu, sans toutes les anomalies que permet de relever la règle de Kleshkovsky. En tout cas, il faut enlever celle de n grand. Beaucoup ont commencé par enlever les 4 des 2. Non, même si la couche 5s paraît pleine et la couche 4d paraît incomplète, c'est d'abord la couche de plus grand numéro atomique, donc les 5 avant les 4. Quant à établir la structure d'un anion, pour le coup, c'est rajouter des électrons dans l'orbitale de plus basse énergie encore disponible. Et là, on va retrouver les règles de remplissage classiques. Donc, on était arrivé à 5p2. Les 4 électrons supplémentaires vont bien sûr se placer dans la couche 5p, l'amener à 5p6. Ça, jusque-là, ça allait à peu près bien. Vous vous êtes bien pris les pieds dans le tapis pour les questions 4 et 5, où il fallait réfléchir au sens que l'on donne aux parties angulaires et parties radiales d'une orbitale atomique. Ce que vous savez, et le peu de choses que vous savez, c'est que pour les caractériser, on fait appel au nombre quantique, et que chacune de ces deux parties fait appel à 2 des 3 nombres quantiques qui caractérisent l'orbitale atomique. La partie angulaire, c'est L et ml, et la partie radiale, c'est N et L. Donc ensuite, on lisait la phrase. Si vous voulez qu'ils aient la même partie radiale, il faut qu'ils aient N et L en commun. Si vous voulez qu'ils aient des parties angulaires différentes, finalement, vous ne pouvez jouer que sur la valeur de ml. Donc il fallait choisir des triplets caractérisant une orbitale atomique qui ait le même N, le même L et un ml différent. Donc il faut prendre 2 orbitales qui appartiennent à la même sous-couche. J'ai choisi l'exemple de 2px et 2py. Vous auriez pu choisir, 3dz carré et 3dxy. Ça aurait fonctionné aussi. Mais 2 orbitales de la même sous-couche. Pour répondre à la question 5, vous suivez un raisonnement analogue, mais ce coup-ci, vous ne pouvez jouer que sur la valeur de n, puisque la partie angulaire doit être commune, et donc vous bloque la valeur de L et de ml. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut en fait que vous preniez des orbitales qui appartiennent à des sous-couches analogues,
mais à des niveaux n différents. Donc j'ai choisi 2px et 3px, mais vous auriez pu choisir, que sais-je, 3pz et 4pz. Bien. La question d'après qui demandait de refaire le lien entre la représentation conventionnelle et le nom d'une orbitale atomique est globalement plutôt bien traitée. Je suis assez contente du résultat.